Bonjour à tous, bienvenue au podcast de traduction. Je m'appelle Daniela Boumanka, je suis traductrice roumaine assermentée et je vis près de Londres. Le podcast de traduction est adressé aux traducteurs, interprètes et linguistes qui veulent écouter nos collègues parlant de leur vie professionnelle et des défis, mais aussi pour ceux qui veulent devenir interprètes ou traducteurs et aimeraient savoir un peu plus sur notre métier. Je suis ravie d'enregistrer aujourd'hui le 4e épisode avec Lavinia Denaro Papa. Interprète de conférences depuis plus de 25 ans, Lavinia a collaboré avec des institutions renommées telles que l'Assemblée nationale, le Sénat, la DGSI, le ministère des Affaires étrangères et France 5. Assermentée près de la Cour d'appel de Paris, elle participe activement au rouage de la justice en France, apportant sa voix à des procès majeurs, y compris celui des attentats de Nice, de Strasbourg et le procès de Monique Olivier. Travaillant au sein des tribunaux et des commissariats, s'est plongée dans l'inattendu et l'intensité humaine, où chaque mot pèse et chaque intention compte. Ce qui distingue Lavinia, c'est son engagement à rendre l'expressivité et la profondeur du message original, donnant à chaque traduction une authenticité qui dépasse la simple transmission des mots. Bonjour Lavinia, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Bonjour Daniela, moi aussi du coup je suis ravie d'être ici. Super. Avant toute autre question, parle-nous un peu sur comment on devient interprète en France. Alors, je ne suis pas devenue interprète en premier lieu en France parce que j'ai fait mes études en Italie. Je suis italienne, ça doit s'entendre. Quelques personnes arrivent à l'entendre de mon accent, mais je suis un peu double langue maternelle. Et donc, j'ai une licence de 3 ans en interprétation de conférences que j'ai eue en Italie. Ensuite, j'ai commencé à travailler comme interprète et puis, pendant longtemps, je me suis mise dans l'administratif. Je faisais des postes d'assistante de direction, qui n'est pas forcément ma passion, mais je l'ai fait pendant très 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 longtemps et j'alternais avec des missions d'interprétation. Et en 2013, j'ai commencé à travailler pour la justice suite à un appel du commissariat. Et puis, si tu veux, je peux raconter aussi comment c'est arrivé. Et ensuite, après le confinement, donc pendant le confinement, il y a eu un grand moment de réflexion, comme pour de nombreux d'entre nous. Et j'ai décidé de me consacrer coûte que coûte à ma profession. Ce que j'ai découvert, qui est très intéressant, c'est que quand on applique vraiment son énergie mentale sur un domaine, on finit par attirer plus de missions. Donc moi, j'avais basculé sur l'assistanat de direction par manque de mission. Et en fait, depuis que j'ai concentré mon esprit sur l'interprétation, je vois que j'ai plus d'appels de la part de la justice. Ensuite, certes, mon assermentation a aussi aidé pour acquérir d'autres missions auprès des notaires. Et quelques missions de clientèle privée, même si effectivement c'est encore peu développé pour moi, je dois avouer. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'interprétation en entrant par la porte de la justice. Puis j'ai pris la décision de faire la demande d'assermentation et je pense que ça a été plutôt bénéfique du point de vue du nombre de missions pour moi. Super. Et comment est le processus d'assermentation? Comment a été pour toi? Ça a été long? Parle-nous un peu du processus pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai attendu autant d'années pour le faire et les collègues me disaient que c'était assez difficile de l'obtenir, qu'on devait faire 3 ou 4 demandes et à un moment donné
après le confinement, c'est-à-dire en mars pas dernier, le mars d'avant, je me suis dit, écoute, là, je suis en train de me lancer vraiment à bras le corps dans cette profession d'interprétation. Je vais la demander. Et j'ai regardé le processus, parce que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler pour la justice, à aucun moment, on ne m'avait demandé mes qualifications ou mes diplômes. Un interprète qui travaille dans les commissariats ou dans les tribunaux ne doit pas obligatoirement être diplômé ni rien. On m'a demandé mon diplôme au moment où j'ai dû assembler mon dossier pour faire la demande. En général, on demande bien sûr une copie du diplôme qui doit être traduite et assermentée donc par un collègue. Heureusement, j'ai trouvé une collègue très très gentille qui m'a mis son tampon gratuitement. Parce que la traduction, je l'ai fait moi-même, puisque c'est diplôme italien, traduire en français, c'est mes deux langues maternelles. Et il faut aussi justificatif de domicile, la liste des missions effectuées pour la justice et non, parce que, alors d'un côté, il faut démontrer qu'on travaille régulièrement pour la justice, mais d'autre part, il faut aussi démontrer qu'on n'est pas exclusivement dépendant de la justice. Et j'ai tenté ma chance. Et il y a aussi, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter. Aussi, oui, parce qu'il faut, je crois qu'il faut présenter des certifications qu'on est auto-entrepreneur quand on est auto-entrepreneur. Donc, toute une série de documents à présenter en 3 copies. C'est expliqué très bien. Il faut construire son dossier avec les sous-chemises. Et on l'envoie avant la fin du mois avant le début du mois, avant le 1er mars, je crois. Et on attend patiemment la réponse. Ensuite, on reçoit un appel d'un commissariat. Et si on n'a pas trop l'habitude, on prend un peu peur, mais non, c'est juste pour une enquête de personnalité qui ressemble plutôt à un entretien d'embauche, plutôt sur la motivation, parce qu'on ne pose pas beaucoup de questions sur la personnalité réelle. On pose des questions plutôt de type professionnel, sur pas assez professionnel. Donc on se rend au commissariat, il y a ce petit entretien qui est vraiment très très facile, il ne faut pas du tout être intimidé. Et puis encore, on attend. Et en général, c'est vers le fin novembre, début décembre, qu'on reçoit la réponse. Et donc, on est convoqué éventuellement à la cérémonie d'assermentation. Et donc, c'est normalement à la mi-décembre. On est c'est très beau à Paris parce qu'on est vraiment dans la grande salle d'audience ancienne, etc., de la première chambre de la cour d'appel. C'est très solennel et très bien organisé. On prête tous serment à tour de rôle. Donc, la formule est lue au début, et puis après, on appelle nos noms et prénoms et on nous place par ordre alphabétique. Donc, c'est très beau parce qu'on voit que tour à tour, les personnes se lèvent la main, puis s'assoient, puis c'est celui d'à côté qui se lève la main. C'est très ordonné. On fait tous par rang comme ça. Puis après, voilà, il y a un petit cocktail. Donc, ça, c'est pour le fun de l'aspect de la cérémonie. On est très honorés. Mais ce qui change dans la vie après, c'est qu'on commence à recevoir des appels de notaires, de particuliers qui demandent des traductions écrites. Donc, en l'occurrence, je m'étais assermentée uniquement pour l'oral parce que je n'aime pas du tout faire les traductions écrites. Et je me suis aperçue que les clients privés qui appellent, en réalité, ils demandent des traductions très brèves de petits certificats, 1 page, 2 pages. Donc là, cette année, j'ai refait la demande et j'attends de voir si c'est approuvé, si c'est approuvé cette assermentation. Et puis, on entre dans le monde des interprètes assermentés. Donc, on s'inscrit aussi à la CETIECAP, qui est un organisme qui regroupe tous les experts traducteurs et interprètes assermentés près à la cour d'appel. Et donc, on devient, c'est comme une espèce de confrérie. Donc, les collègues commencent à nous appeler confrères, consoeurs. Ça aussi, il y a le petit côté. On se sent un peu partie d'une sorte d'élite, même si en réalité, non, on ne l'est pas. Il y a d'autres collègues qui sont tout aussi qualifiés que nous. Donc voilà un peu le processus pour devenir assermenté. J'ai été très étonnée que ça passe directement la première fois, alors qu'on m'avait dit que moi je le tentais pour dire bon bah ça va être une première fois, puis je vais tenter. C'est passé directement.
Super, félicitations. C'est un très joli travail avec la communauté et ça ouvre beaucoup de portes pour Exactement. aider bien sûr la communauté italienne, mais aussi travailler avec les notaires pour différentes occasions. Est-ce que cette assermentation, elle doit être refaite chaque, je sais pas, quelques années ou elle ne... euh, Alors, elle reste pour toujours. Comment est le processus? alors le processus c'est que elle dure 3 ans de probation. Et pendant ces 3 ans, il faut assister à des formations. Donc, il faut se renseigner aux formations officielles qui sont dispensées sur le fonctionnement de la justice en général, sur plusieurs sujets qui nous intéressent. Et il faut les faire. Le coût en moyenne, les moins chers sont aux alentours de 40 € pour une formation qui valide 3 heures de formation. Ça, c'est vraiment les moins chers, mais ça peut être un peu plus cher aussi. Ça se fait à distance. Et on m'a dit que il faut justifier de à peu près une vingtaine d'heures de formation par an, mais ce n'est pas apparemment ce n'est pas si rigide que ça. Il faut juste montrer que on fait régulièrement des formations. Et au bout de 3 ans, je n'ai pas encore regardé quel est le processus si on reçoit un courrier nous demandant de renouveler ou bien si c'est la commission elle-même qui examine notre dossier. Ça, c'est à voir. Et quant à la communauté, tu disais italienne, effectivement, je tiens à préciser une chose, c'est que bizarrement, je suis de double langue maternelle franco-italienne, mais bizarrement, ma langue principale de travail est l'anglais parce que apparemment, il n'y a peut-être pas beaucoup de délinquants italiens ou italophones, un peu plus de délinquants anglophones. Donc, je travaille énormément avec l'anglais, l'italien. Je pense que ça doit être même pas 10% de ma charge de travail. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un petit calcul, voir un peu. D'accord, je vois. Tu es aussi interprète de conférences, Lavinia, non? Parle-nous un peu sur quelle est la différence entre un interprète assermenté et un interprète professionnel. Oui, il y a beaucoup de différences. Alors, la première différence, c'est que quand on est interprète de conférence, au cours de notre formation, on nous apprend que il faut transposer le message, donc non pas traduire absolument littéralement, mais le transposer dans la langue cible pour que ça sonne aussi bien, que la structure des phrases soit bien, les expressions soient bien dans la langue cible, bien sûr, tout en ne changeant absolument pas le sens. Et avec la justice, j'ai appris que c'est vraiment un type de traduction complètement différent. C'est un type de traduction absolument littéral. Il faut utiliser exactement le même terme, le même registre que la personne a utilisé. Parce que parfois, ça m'est arrivé dans les commissariats où l'OPJ, l'officier de police judiciaire, disait « Ah, mais il a dit ça !» Et je dis « Ah, non, monsieur, le mis en cause a dit, etc. » J'expliquais, je l'ai transposé en français un peu plus correct, mais littéralement, il a dit ça. Donc la première fois, ça m'est arrivé comme ça m'a pris un peu comme ça, et puis après, j'ai compris, et donc maintenant, c'est ce que je fais. Je traduis littéralement, et après, j'explique en bon français, ça donnerait ça. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que dans l'interprétation de conférences, on a un bon équipement, on a une cabine, on a un bon son dans les oreilles. Pour la justice, on a affaire avec des greffiers qui ne savent pas. Et puis, par exemple, voilà, si on est sur une mission longue d'une demi-journée ou une journée, on a un binôme. Les greffiers, dans le domaine de la justice, ne connaissent pas le fonctionnement des interprètes. Et donc, déjà, on va avoir des conditions qui vont être beaucoup plus dures. On va être dans une salle d'audience où le juge va être à 5 mètres. Il va marmonner souvent sans micro parce que il met son ordinateur devant lui et il abat le micro sur le côté parce que le micro le gêne. Et il va marmonner à toute vitesse. Or, la vitesse n'est pas forcément ce qui me gêne le plus. J'arrive à suivre bien, mais ce qui me gêne le plus, c'est de n'avoir pas un bon son parce que moi, je suis dans la salle et je n'ai rien pour écouter.
j'écoute avec mes propres oreilles. Et je dois traduire, faire un chuchotage pour, par exemple, soit une partie civile, soit une mise en cause qui est à côté de moi, ou encore pire, si le mise en cause est dans le box. Parce que dans le box, alors il y a une vitre entre nous, et puis souvent il y a les sièges pliables qui font encore une distance. Donc moi je suis comme ça et je prends une scoliose parce que je suis comme ça pour essayer de parler aux mises en cause. Les conditions, disons, sont assez relativement dures. Et sans compter les personnes qui pourraient nous dire, qui sont à côté de nous, qui pourraient nous dire excusez-moi, pourriez-vous parler moins fort? Je suis en train de travailler, je ne peux pas m'empêcher de parler, désolée. Et puis aussi, deuxième difficulté, c'est que les greffiers, quand on arrive, on leur dit bonjour madame la greffière, je suis interprète, je suis arrivée, pourriez-vous m'indiquer qui est mon binôme? Et la greffière fait votre quoi? Mon binôme pour la journée. Ce procès dure toute une journée, donc voilà, je pense que j'ai besoin d'un binôme pour pas que mon cerveau explose. Et la greffière dit non, il n'y a pas de binôme prévu, je suis désolée. Et je dis mais elle me fait vos collègues pourtant ils font ça toute la journée sans problème. Donc nous on finit par apparaître moins compétents que des collègues qui peut-être traduisent moins bien que nous, parce que quand on parle avec ce genre de collègues, ils nous disent oui mais moi je ne traduis pas tout, je résume. Et moi je dis comment? On est dans une salle d'audience, on est dans un procès, il y a un mis en cause, une partie civile dont la vie dépend de ce procès, et nous, interprètes, on peut se permettre de décider, ça je résume, ça je traduis pas. En fait, ça m'étonne un petit peu et je ne sais pas comment faire, parce qu'en fait, résumer, ça me prend presque plus d'efforts mentaux que de juste traduire. Donc voilà les principales différences entre l'interprétation de conférence et l'interprétation judiciaire. L'interprétation judiciaire étant plus facile quand on commence à avoir plus de missions, parce que c'est toujours le même domaine. Donc au fil des missions, on acquiert le vocabulaire technique. Donc c'est vrai que on y va avec plus de tranquillité que l'interprétation de conférence, où il faut se préparer à chaque mission, il faut rédiger son glossaire, l'apprendre, et on a toujours on ne sait pas, etc. Voilà. Oui, tout à fait. Tu as déjà répondu à ma question, mais je voulais te demander quels sont d'autres défis de travailler en justice. On a déjà parlé du son, de la vitesse, du bruit, du fait qu'on n'a pas de binôme, de la terminologie, de spécialité. Il faut se concentrer beaucoup. Mais quels sont d'autres défis auxquels tu t'es rencontré? Alors, les défis, c'est vrai que il faut être relativement solide, parce qu'on voit beaucoup de réalités différentes. On voit beaucoup de situations qui sont très tristes. On voit beaucoup de misère. On voit beaucoup de modes de vie qui sont inimaginables pour nous. Donc, on est confronté à tout ça. Et si on n'est pas assez solide pour ne pas se laisser atteindre, c'est vrai que ça peut constituer une difficulté. Après, la difficulté peut être aussi donnée tout simplement par l'accent, parce que quand on travaille avec la justice, on est confronté, mais 10 fois plus à des accents, parce que c'est toujours des étrangers. Par exemple, je travaille énormément avec l'anglais, comme je disais, et en anglais, ce n'est pratiquement jamais des Britanniques ou des Américains. Le plus souvent, c'est des personnes qui viennent de pays d'Afrique avec leur accent, parfois des personnes qui viennent du Pakistan, de l'Inde, et chacun a son accent. Et donc, il faut vraiment avoir une bonne oreille, mais il faut surtout garder son calme. J'ai, il y a quelque temps, écouté un podcast justement où cette personne Sophie Llewellyn-Smith, qui est une coach pour les interprètes, elle expliquait que quand on est confronté à un accent, il faut garder son calme, parce que l'oreille s'habitue à un nouvel accent en quelques minutes. C'est pas une question d'heure d'écoute, c'est une question de minutes. Alors déjà, ce qu'elle conseille, c'est évidemment s'exercer en s'exposant le plus possible à des accents, en écoutant des vidéos sur Internet. Je pense qu'on peut trouver de tout.
Donc, c'est exercer son oreille aux différents accents, mais même lors d'un procès, s'il y a une personne qui ne parle pas bien, il faut juste se calmer, se concentrer et penser que ça prendra que quelques minutes. Les premières phrases vont être un peu plus dures et puis après, ça ira mieux. Ça, c'est, je pense, les principales difficultés. Après, oui, il y a... en fait, non, je ne sais pas faire d'autres exemples d'autres difficultés qu'il peut y avoir, mais c'est particulier. Oui. Et parlons des situations difficiles, délicates. Comment les as-tu surmontées? Comment tu fais pour rester impartial, mais aussi quand tu rentres le soir chez toi, pour te déconnecter, non? Pour garder, disons, ton équilibre mental. Alors, rester impartial, ça, c'est pour moi, ce n'est pas difficile du tout. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle je suis devenue interprète, c'est la communication, c'est communiquer. Dans l'absolu, mon rêve serait de pouvoir communiquer avec le monde entier. Et vu que ça, c'est ma motivation, la communication, je considère le mis en cause comme une personne dont le droit fondamental est d'être compris et de comprendre précisément tout ce qui se passe, sans exception. Donc, pour moi, indépendamment de ce que cette personne peut avoir commis, cette personne a le droit fondamental à être compris et à comprendre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, je n'ai même pas eu besoin de me concentrer sur cette notion. Ça vient instinctivement quand je m'adresse aux mises en cause. Je ne m'adresse pas aux mises en cause avec crainte, par exemple, parce que j'ai des collègues qui s'adressent avec crainte parce que le mis en cause, mon Dieu, ni avec un mépris caché, parce que oui, on doit le cacher, même si on éprouve du mépris, mais moi je n'ai jamais éprouvé, c'est bizarre, je n'ai jamais éprouvé du mépris pour la mise en cause. Quoi que le mise en cause est fait, à ce moment-là, je me concentre sur l'humain, c'est un être humain, quoi qu'il ait fait, c'est un être humain, je suis là pour appliquer son droit fondamental. Je peux faire un exemple concret où ça a été un peu plus difficile pour moi. J'ai traduit pour une femme battue, qui avait été battue par son conjoint, qui l'avait carrément, il l'avait poussée à terre, et puis elle avait perdu connaissance et lui a mis des coups de pied dans le visage. Et quand elle est arrivée au commissariat, elle avait la moitié du visage gonflé. On est allé aux UMJ, qui est l'unité médico-judiciaire, donc qui s'occupe d'évaluer les dégâts sur les victimes, mais qui s'occupe aussi des mises en cause. Donc il y a deux sections différentes. Et puis pendant qu'on était là, donc moi j'ai vu l'état dans lequel elle était, je reçois un appel du tribunal: est-ce que demain vous serez disponible pour monsieur Untel? Oui, etc. Et puis après, je me rends compte, mais monsieur Untel, c'est l'auteur des faits. Ok, pas de problème. Moi, ça me pose pas de problème, parce que pour moi, je suis juste un intermédiaire, je suis juste là pour traduire. J'arrive, entretien avocat, un entretien confidentiel dans un box, personne n'entend, il n'y a que moi, le mis en cause et son avocat qui est chargé de sa défense. L'avocat lui demande ce qu'il s'est passé et le mis en cause pratiquement nie tout. Il dit que ils se sont un petit peu, ils ont eu un petit affrontement comme ça, puis peut-être qu'ils se sont un peu poussés, qu'elle est tombée par terre, par mégarde. Et là, j'ai vraiment senti les poils du dos se hérisser. Et j'avais qu'une envie, c'est de crier à l'avocat: avocat, ouvrez ce dossier, regardez les photos, regardez l'état dans lequel elle est. Et en tant qu'interprète, bien sûr, on ne peut absolument pas intervenir, on ne peut absolument pas faire ça. Ça, c'était une situation où j'ai trouvé un peu difficile, de garder mon calme, mais j'ai réussi quand même. Quant aux situations difficiles d'un autre type, par exemple le procès des attentats de Nice, où il y a eu le visionnage de la vidéo du camion qui investit la foule. On m'avait dit que je pouvais sortir de la cabine, parce que à ce moment-là, ils avaient mis des cabines d'interprétation simultanée qui n'étaient pas dans la salle, ils étaient au 4e étage. J'avais mon collègue qui coordonnait les interprètes qui dit: sortez. Et je me suis sentie quelque part je ne sais pas si en devoir de regarder,
parce que je faisais partie de ce procès. En même temps, oui, quelque part, je voulais aussi un peu me mettre à l'épreuve, voir si j'avais la force de voir ça. J'ai regardé ça et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas eu de cauchemar. Enfin, j'ai regardé les images, je les ai digérées, je ne sais pas. Donc, je suis un peu en difficulté par rapport à ça si quelqu'un me demande comment faire. Je pense que chacun doit trouver son propre moyen de retrouver sa sérénité en rentrant à la maison. J'ai vu aussi d'autres cas, d'autres images qui peuvent être très, très perturbantes, telles par exemple un père de famille qui était arrêté parce qu'il avait fait violence sur son enfant, et à un moment ils ont montré, parce que la mère de l'enfant a filmé, lui a pris l'enfant par le pied, il l'a secoué. Et ça, c'est dur, très dur à digérer. Et par contre, voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais fait de cauchemar à propos de ça. Quand je rentre, je n'oublie pas, mais j'arrive à regarder, enfin, à repenser à ces événements sans en être perturbée. Chacun doit trouver sa manière. Par exemple, ma manière pour être objective, c'est penser aux droits fondamentaux de l'humain. Ma manière de rester objectif face à des vidéos difficiles ou même des récits difficiles, et ben celle-là, je ne sais pas. C'est comme si j'avais une bulle de professionnalisme qui m'investit pendant que je suis là en train de traduire, qui me permet de traduire même des choses qui parfois, pour passer sur un registre léger, parfois peuvent faire rire. Parce que la toute première mission, c'était un exhibitionniste italien, et à un moment, l'OPJ, officier de police judiciaire, a dû demander à cette personne, parce que c'était la femme de chambre, elle avait vu que lui qui était, en fait, quand elle était venue amener un café à la chambre, lui s'était fait trouver avec une serviette qu'il avait laissée tomber volontairement. Et donc, il fallait confronter ce que la femme de chambre avait déclaré avoir vu avec ce que lui déclare avoir, si vous me comprenez. Donc, on lui a dit, monsieur, maintenant, je vais vous demander, vous me posez une question un peu embarrassante, mais je vais devoir vous demander quelle est la taille de votre sexe. Le monsieur en question a dit, je ne sais pas, je ne vais jamais mesurer. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, mon œil. Bon, mais je restais dans ma bulle de professionnalisme, et j'ai réussi à traduire tout ça sans rigoler. Et puis l'OPJ, sans se décomposer, dit, bon monsieur, si vous voulez me montrer avec la main comme ça. Et donc, à peu près ça. Dans ma tête, je me suis dit, oui, il n'est pas très gâté par la nature. Mais j'ai réussi à ne pas du tout rigoler. Je ne sais pas ce qui m'a empêché de rigoler. C'est peut-être mon super pouvoir en tant qu'interprète qui m'empêche de rigoler, qui m'empêche d'être trop affectée par les situations difficiles et très tristes que je vois, comme les migrants qui viennent, par exemple, du Nigeria et font des voyages où la moitié du groupe meurt. La prostituée nigérienne qui dit oui, en Libye, j'ai eu mon cousin qui est mort, puis après, quand on est arrivé à la hauteur de tel autre pays, l'autre a été tué. Non, c'est... il faut être bien accroché. Oui, et les situations sont très diverses, non? Je pense que tu as tout vu. C'est très enrichissant. Moi, le travail pour la justice, on n'est pas fort payé, mais c'est enrichissant vraiment du point de vue de tout ce qu'on peut voir, toutes les réalités qu'on peut voir. Moi, je trouve ça, je dirais même passionnant, parce que vraiment, on a toutes les facettes de l'être humain, toutes les manières de penser, de réfléchir, parce que on se trouve aussi confronté à des manières de réagir qui sont complètement différentes de ce que nous, on aurait fait dans une situation similaire. Oui. Tu as des conseils ou des astuces pour les jeunes interprètes en justice ou ceux qui viennent de débuter, peut-être? Alors, pour les jeunes interprètes en justice, je dirais... bien sûr, de ne pas se laisser intimider en salle d'audience, parce que de toute façon, et de ne pas penser surtout qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils se disent ça va être du langage judiciaire. Ok, vous faites un petit glossaire, vous l'étudiez un petit peu,
mais tout va bien se passer. Et tenez compte que la majorité des interprètes de justice ne sont pas qualifiés du tout. Donc, ils sont probablement pas meilleurs que vous. La majorité ne sont pas meilleurs que vous. Donc, déjà, se rassurer dans ce sens-là. Après, comment obtenir plus de missions, ça, je ne saurais pas dire. Je sais dire comment commencer à obtenir des missions, distribuer par exemple ces cartes de visite dans les commissariats. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas comment j'ai commencé à travailler pour la justice. J'ai reçu un appel d'un commissariat. Je ne sais absolument plus comment, ou si j'ai donné ma carte de visite à un policier une fois, je ne sais pas. Et donc, il faut distribuer les cartes de visite et puis refaire le tour de temps en temps, se remanifester. Et puis, on finira par être appelé par des premières missions au commissariat, petit à petit. Et puis, quelques missions seront déférées au tribunal. Quand c'est déféré au tribunal, le commissariat transmet les coordonnées de l'interprète au greffier de l'audiencement. Et les greffiers de l'audiencement, bien sûr, ils ont la faculté de décider s'ils appellent cet interprète qui a traduit au commissariat ou un autre. Donc, l'interprète doit attendre l'appel du tribunal pour voir si c'est confirmé. Si c'est confirmé, eh bien, il suit l'affaire au tribunal et c'est là que l'interprète commence à travailler pour le tribunal. Et puis, petit à petit, après, voilà, les greffiers, s'ils ont apprécié tel ou tel interprète, peut-être qu'ils le rappelleront. C'est vrai aussi que ce soit les commissariats ou les tribunaux, ils ont leurs interprètes qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de rentrer dans leur bonne grâce. Souvent, en début de carrière, on recevra des appels en fin de semaine, on recevra des appels la nuit. Donc, oui, effectivement, quand on est interprète judiciaire et on ne veut pas, on ne peut pas répondre la nuit, il faut mettre son téléphone en silencieux la nuit. Oui, au début, on est appelé surtout le week-end parce que leurs interprètes habituels ne peuvent pas. Et donc, on peut voilà, arriver à avoir des missions comme ça. Autre moyen, les collègues. Parce que les collègues, souvent, ils sont appelés. Et ceux qui sont le plus demandés, souvent, ont plusieurs missions en même temps. Donc, ils vont les distribuer à leurs collègues. Parce que soit ils disent au greffier, non, je ne peux pas. Soit ils disent, parfois, ils disent, ah oui, oui, donnez-moi la mission. Et puis, ils la redistribuent à un autre interprète. Je vois. C'est un marché assez compétitif. Exactement. Mais c'est pas difficile d'y entrer si on a un peu de patience, un peu de confiance en soi-même. Non, il faut aussi avoir de confiance et ne pas fuir au premier défi, être résilient, non, comme on dit en anglais. Exactement, il faut de la résilience, oui, aussi de la confiance en soi. Et puis, c'est vrai que quand on arrive, on connaît les autres interprètes, on se rend compte que la plupart n'ont pas, en discutant avec eux, on se rend compte que la plupart n'ont pas une vraie formation d'interprète. Donc, quelque part, ça nous rassure un petit peu. On se dit, oui, bon, donc je ne suis pas en dessous des compétences requises. Donc oui, effectivement. Et puis, il faut tenir compte que travailler pour la justice pendant une longue période, au début surtout, ça peut être qu'un appoint parce que la paye n'est pas très élevée. Les temps pour être payé sont très longs. Donc, il ne faut pas non plus trop compter sur ça. Il faut commencer à rentrer dans le circuit. Et puis, entre ça, plus quelques clients privés, etc., voilà, on arrive à se mettre un peu en route. Il faut, comme tu as dit, énormément de patience parce que même maintenant, je ne suis pas appelée tous les jours par la justice. Et pourtant, voilà, ils me connaissent depuis 10 ans et ça fait depuis 2020-2021 que je suis pleinement consacrée à ça. Et pourtant, je n'ai pas d'émission tous les jours. Donc après, je ne sais pas si, parce que voilà, j'ai un autre collègue qui a commencé cette année et qui dit qu'il a eu 150 heures en 6 mois. 150 heures, non, pas 150 journées de travail en 6 mois. Je ne sais pas comment il a fait. Donc voilà. Je vois. Pour changer un peu de registre, Lavinia, tu interprètes aussi pour des cérémonies de mariage, non? Où tu es invitée en tant qu'interprète. Tu veux nous dire comment ça se déroule? Et peut-être tu voudrais nous partager une histoire drôle.
Mhm. Alors, j'ai commencé, je suis assermentée depuis janvier 2024, donc cette année. Et donc, j'ai commencé très récemment les mariages. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup. C'est quelque chose de tellement joyeux, même quand on est dans une mairie qui n'est pas forcément l'endroit le plus accueillant, surtout à Paris. Il y a d'autres mariés qui sont juste derrière la porte, qui attendent qu'on ait fini pour rentrer, chacun de son tour. C'est un peu spécial à Paris. Mais néanmoins, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial quand on devient, quand on entre, quand on fait partie de ce moment unique pour ces personnes. Et alors mon premier mariage, il s'appelait Ariel et Miguel. Et franchement, à la fin, ils m'ont dit, mais c'est fou ce que vous étiez joyeuse. Moi-même, dans mon interprétation des formules officielles, j'étais joyeuse parce qu'effectivement, je sais pas, je ressentais absolument la joie. Alors, pour s'y préparer, il faut bien sûr imprimer les articles de loi et les traduire, ou si on a déjà la traduction, les imprimer sur une feuille, parce que quand on arrive, il y a plusieurs phases, mais il y a aussi la lecture des articles. Donc le maire ou l'adjoint-maire va lire les articles. Donc c'est bien de les avoir sur une feuille comme ça. On a juste besoin de les relire. Lui, il va lire un article et nous, on va lire l'équivalent en anglais. Et puis la chose sympathique lors de mon premier mariage, c'est que à la sortie, les mariés m'ont proposé de venir au déjeuner de noces avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça unique et incroyable, parce que normalement, l'interprète fait la cérémonie, après il repart. Et ce jour-là, je devais être à 14h au tribunal. Donc j'ai dû refuser pour aller au tribunal et trouver que le mis en cause ne s'était pas présenté. Donc j'ai fait un aller-retour au tribunal. J'ai loupé le déjeuner de noces. Et puis après, ils m'ont reconvoqué, ces deux mêmes mariés, parce qu'ils ont fait une autre soirée où ils prononçaient les vœux. Parce qu'à la mairie, justement, ils n'ont pas pu prononcer les vœux du fait que c'est un peu à la chaîne. Il y avait déjà les autres mariés à la porte. Et donc, ils ont dit, on va faire un autre événement. Et c'était vraiment jouissif de traduire leurs vœux, parce que chacun avait écrit les vœux à sa manière, puis ils me les avaient envoyés. Donc, j'ai eu le temps quand même de les traduire. Il y avait, par exemple, le marié avait fait au moins le début de ses vœux, ils avaient une légère rime. Donc, j'ai essayé de traduire en rendant cette même rime, ce même rythme. Et comme tout était écrit, je n'ai pas eu de mal. Après, il y avait quelques-uns qui avaient improvisé. J'ai improvisé. Je me suis mise vraiment dans l'humeur du moment. J'ai interprété dans tous les sens du mot. Parce qu'en fait, quand on est interprète, on devient acteur aussi. Moi, je considère, quand je suis sur une mission, même une mission très sérieuse, c'est comme si j'entrais en scène. Et les caméras s'allument, les projecteurs sont sur moi, et il faut que je fournisse une prestation qui va être propre, bien, sans hésitation. Je dis toujours aux personnes jeunes, parce que ça m'arrive de parler avec des jeunes, de les conseiller, il ne faut pas montrer sa cuisine. Il faut servir le plat déjà prêt, déjà dressé. Donc, il faut veiller, quoi qu'il arrive. Un de nos super pouvoirs, c'est quoi qu'il arrive, il faut faire un discours qui se tient. Si on perd un petit morceau, un petit mot, il faut couper et recoudre et présenter au public une phrase qui se tient. Le public peut-être ne s'apercevra pas qu'on a sauté un petit mot. Donc il faut faire appel vraiment à toutes nos capacités pour arriver à faire ça. Quelle belle métaphore, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit qu'on entre, c'est comme entrer dans une salle quand on commence une interprétation. On entre en scène, exactement. Il faut se dire, il faut être, voilà. Et même quand on n'est pas en train d'interpréter, parce qu'on est dans un moment entre deux, etc., on est toujours en scène. Les yeux sont toujours un peu sur nous. Hein. Donc, ouais. D'accord, super. Lavinia, je te remercie énormément d'avoir participé à cet épisode. Tu nous as donné tant d'informations utiles,
Tu nous as partagé un peu sur le domaine juridique, mais aussi d'autres types de missions. C'est super quand on ait la chance de travailler dans des contextes différents, non? Pour nous faire un peu la vie plus dynamique. Oui. Je vais mettre le lien sur ta page, pour ta page LinkedIn dans la description du vidéo. Merci. Alors, si vous avez besoin de services d'interprétation en français, italien et anglais, n'hésitez pas et contactez Lavinia. Merci énormément, Lavinia. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui au podcast de traduction. Et merci à toi, Daniela, de m'avoir reçue.